Italie, Coupe du monde de football. Albertville, Jeux olympiques d'hiver. Barcelone, Jeux olympiques d'été. Au cœur des grands moments, il y a toujours un Mars à partager. Ils ont un nouveau regard sur le café. Ils ont choisi un autre équilibre. Un équilibre parfait. Entre la force du Robusta et l'arôme de l'Arabica. Ils ont une autre façon de voir le café. De boire un grand café. C'est spécial. Spécial filtre de Nescafé. J'en avance. Non, non, pas du tout. Oh, tes poireaux sont magnifiques. Coucou. C'est nous. Oh, des paupiettes de chez Berthier. Allez-y, commencez. Oui, des paupiettes. Tiens. Oh, du bouillon de volaille magie. Magie, magie. Ça sent bon. Magie, magie, c'est la cuisine d'aujourd'hui. Ah, excusez-moi, Bouillon de ça. volaille magie, c'est fou ce qu'on y prend goût. Bonsoir, madame. Oh, des poireaux. Eh, vous cherchez un logement? De particulier à particulier? Tapez 3615, code PAP. PAP. Non. Quand vous saurez que la Dédra de Lancia est disponible à partir de 96 300 francs, vous allez vraiment regretter d'avoir déjà une voiture. Regardez, un dauphin en danger. Mais vite, il faut l'aider. On est trop loin. Poisson d'or, donne-nous ta force. Voilà les paniers d'or. Les bâtonnets des paniers d'or, fin douce, ça les rend très forts. Ils ont gagné avec les paniers d'or. Les bâtonnets, c'est bon pour les gagnants, c'est bon pour les gourmands. Heureusement, il y a fin douce, fin douce. Aujourd'hui, carottes toutes fraîches. Bonsoir. Oh, du pot-au-feu magie. Un petit cube, un petit geste. Magie, magie, c'est la cuisine d'aujourd'hui. C'est fou ce qu'on y prend goût. Synthétiseur 4, la passion. Synthétiseur 4, la perfection. Synthétiseur 1, 2, 3, 4. 2 millions d'exemplaires. Le son juste. Retour à Gaulle avec le jeu Virgin Vidéo France Football. Vous savez que chaque semaine, nous vous proposons des images qui sont extraites des cassettes Virgin Vidéo sur les grands joueurs ou les grands buts à travers l'histoire du football. Ces images permettent de générer une première question et vous pouvez jouer sur le Minitel 3615 LA5. Vous pouvez gagner un magnétoscope chaque semaine ou des cassettes Virgin Vidéo déjà évoquées. Alors, cette semaine, nous avons choisi des images d'une finale de Coupe d'Europe des clubs de 1968 qui opposait Manchester United à Benfica de Lisbonne. Allons-y. Le 29 mai 1968, dans le temple de Wembley, les Anglais de Manchester United recevaient les Portugais du Benfica de Lisbonne. Les Britanniques avaient ouvert la marque par Bobby Charlton, mais à la 75e minute, c'est le Portugais Jaime Graça qui va égaliser. Malgré des moments chauds devant les buts, les finalistes sont contraints aux prolongations. À la 93e minute, George Best, le surdoué, donne l'avantage aux Anglais qui vont désormais se déchaîner. Il faut garder en mémoire que 10 ans plus tôt, cette équipe de Manchester avait été décimée dans un accident d'avion. Une minute plus tard, les Bleus récidivent par Brian Kidd qui porte le score à 3-1. Enfin, à la 99e minute, Bobby Charlton transforme le succès en triomphe. Pour la première fois de l'histoire, un club anglais, et grâce à l'entraîneur Matt Busby, remporte la Coupe d'Europe des clubs champions. Et la question, parmi ces trois grands joueurs des années 60, un seul figurait dans cette équipe de Manchester, est-ce Nobby Stiles,
Jackie Charlton ou Bobby Moore. Alors faites votre choix, Styles, Jackie Charlton ou Bobby Moore. Voilà, à la fin de cette émission, vous pourrez vous en donner à cœur joie sur le Minitel, mais restez avec nous jusqu'à la fin. Sur le Minitel 3615 la 5, je voudrais vous signaler dans la section sport que vous pouvez jouer à poser des questions aux joueurs de Saint-Étienne qui seront présents dans cette émission, sur ce plateau, mardi prochain. La question qui sera sélectionnée sera posée en direct et celui qui l'aura posé, l'auteur de la question, recevra un magnétoscope. Et nous passons sans transition aucune au football argentin. Est-ce que vous savez, Frédéric Vigier, que Maradona est prêt, le cas échéant, à racheter le club de Boca Juniors, c'est-à-dire le club de ses débuts, si toutefois le club est en vente. Mais on en parle en Argentine. Ça va tellement mal au plan économique qu'on risque de vendre les clubs. J'étais pas au courant, Pierre, mais je dois vous avouer que s'il achetait Boca Juniors, ça serait peut-être pas vraiment une très bonne affaire, parce que Boca Juniors qui se déplace à Vélez cette semaine, il y a quelques semaines, ça aurait été une très grande affiche. Souvenez-vous, Boca, ils étaient en tête du championnat jusqu'à la 6e journée. Maintenant, ça va un petit peu moins bien. Boca n'est plus que 5e du championnat après 9 journées. Alors, Carlos Aymar, l'entraîneur, aimerait bien ramener au moins un point du déplacement à Vélez. Est-ce que ça va mieux pour Boca Juniors? On voit ça tout de suite. Voilà, c'est le match donc Boca Juniors, Vélez-Sarsfield. Vélez-Sarsfield qui joue en blanc reçoit donc l'ex-leader du championnat argentin, l'équipe de Carlos Aymar, Boca Juniors. 8e minute, premier corner pour Vélez. La tête de Ruggeri directement dans les bras du gardien de Boca Juniors, Navarro Montoya. Vélez toujours à l'attaque, longue transversale, contrée par Stafusa. Rodriguez, Tapia. Tapia qui voit Latorre sur sa gauche. Latorre fauché, mais le ballon toujours pour Boca Juniors. Tapia pour Pico, qui n'est pas hors jeu et qui tire dans le petit filet. Vélez qui peut se dégager par Bidevic. Tête de Moya. Ruggeri pour Zalaza. Zalaza sur le côté gauche. Zalaza qui centre juste au-dessus de la transversale. Zalaza un peu déçu, regardez bien sur le ralenti. À 10 cm près, Navarro Montoya était lobé. Vélez qui repart par Gareca. Acuna. Acuna pour Zarate sur l'aile droite. Zarate qui peut centrer, tête de Gareca juste à côté. Regardez au ralenti. Gareca qui se jette devant le gardien. Et le ballon qui passe juste à côté du poteau. Vélez toujours qui domine totalement cette première période. Gareca. Gareca pour Zalaza. Centre, Gareca nouveau pour Zarate. Zarate qui frappe et belle parade de Navarro Montoya. Au ralenti, le centre de Zalaza. Petite passe pour Zarate bien démarqué qui frappe. Et Navarro Montoya qui détourne en corner. Zarate donc qui tire ce corner dans le paquet interception de Villarreal. Latorre et Boca Juniors qui peut se dégager, mais l'arbitre siffle la mi-temps, toujours 0-0. Deuxième période donc avec Acuna pour Vélez. Zarate. Zarate sur la droite qui centre. Navarro Montoya rate le ballon. Zalaza. Et finalement, le gardien de Boca Juniors qui peut souffler quelques instants. Boca qui tente de repartir. Interception de Mancuso. Mancuso pour Gareca. Gareca qui remet au centre pour Acuna. Acuna qui tire but. Premier but de Vélez. Vélez enfin récompensé de sa domination. Après 7 minutes seulement en deuxième mi-temps, Vélez mène 1-0. Et on le revoit au ralenti. Centre de Gareca. Acuna qui efface le défenseur et qui tire. Navarro Montoya ne peut rien faire. Vélez qui se jette toujours sur tous les ballons pour se mettre à l'abri d'un retour de Boca. Zarate pour Gareca qui frappe. Arrêt des 2 points de Navarro Montoya. Montoya qui se relève et qui va dégager son ballon en touche. Et la frappe de Gareca juste sur le gardien, très bien placé.
65e minute, Vélez toujours qui cherche à doubler la mise. Zárate sur la droite, centre, détourné par un défenseur. González et la tête d'Acuna juste au-dessus. Boca Juniors enfin dans le camp adverse. Coup franc tiré par Simone. Et tête de Latorre bien détournée par Fillol. Au ralenti, la superbe parade du gardien de Vélez. Le pressing continue, Zalaza pour Zárate sur sa gauche. Zárate qui tire sur le gardien, mais Zárate signalé hors jeu. 75e minute, interception de Boca Juniors pour une fois. Luca, Giunta pour Rodriguez. Rodriguez qui entre dans la surface et qui tire. Ballon effleuré par le gardien qui passe juste à côté. 81e minute, touche pour Boca Juniors, César. Petit pont sur Bidevic. Centre pour la tête de Moya qui trompe Fillol. Un but partout. Égalisation de Moya sous les yeux de Carlos Aimar, l'entraîneur de Boca Juniors. Carlos Aimar pour qui un point à l'extérieur serait très très précieux. Les supporters de Boca venus en nombre. Et au ralenti, la tête et l'égalisation de Moya. À 3 minutes de la fin, les deux équipes sont donc maintenant à égalité. Vélez va bien tenter de reprendre l'avantage, mais sans succès. L'arbitre, M. Juan Baba, siffle la fin de la rencontre. Match nul, un but partout entre Vélez et Boca Juniors. River Plate, le leader, reçoit Argentinos Juniors, 8e minute, coup franc et premier but des visiteurs par Hernandez. González. En deuxième mi-temps, Argentinos double la mise, toujours Hernandez, fauché dans la surface et qui se fait justice. 2-0. River Plate, mené sur sa pelouse, va réduire la marque à la 59e minute sur pénalty également, transformé par Da Silva. Mais River s'incline 2-1 et perd la tête du championnat au profit de Rosario Central. Rosario Central victorieux 2-0 à domicile sur Platense. Descontó River que pierde ahora 2-1. Le carton du jour, Lanús, la lanterne rouge, reçoit le Racing Club qui joue en blanc. 10e minute, un joueur de Lanús est fauché dans la surface. Penalty transformé par Schurrer. Égalisation du Racing en deuxième période sur penalty également tiré par Ortega Sanchez. Les visiteurs doublent la mise à la 74e minute sur ce centre et cette tête de Jiménez. Le troisième but du Racing, une minute plus tard, longue transversale pour Ortega Sanchez qui trompe le gardien pour la deuxième fois. Et enfin le quatrième but du Racing Club avec un nouveau doublé. Il est l'œuvre de Jiménez. Le Racing s'impose à l'extérieur 4-1. Et pour finir, le match nul entre Ferro et Newell's. Premier but de Ferro par Cristofanelli sur ce coup franc détourné par le mur. Et l'égalisation de Newell's sur cette erreur monumentale du gardien de Ferro et de son défenseur. Un but offert sur un plateau et signé Boldrini. Una falla garrafal entre el arquero y el número 4, Fernández de Ferrocarril Oeste. Aprovechó el error Newell's y se pone 1-1. Voilà, impate. Impate, ça veut dire match nul. Ça, je le sais, parce que j'ai fait la Coupe du Monde là-bas en Argentine. C'est des termes qu'on n'oublie pas. Le classement, le tout début, on ne va pas vous embêter avec ça, mais enfin, sachez que Rosario est premier avec 15 points, deuxième River Plate 14 points, et troisième Newell's 13 points, c'est-à-dire que ça se joue vraiment à rien du tout, tout ça après la 10e journée. Et nous allons passer maintenant à 1976. 75-76, la grande année du football français au plan des clubs s'entend, puisque Saint-Étienne faisait plaisir à la France entière, c'était une marée verte. Alors rappelez-vous, Saint-Étienne en Coupe d'Europe élimine successivement BK Copenhague, ensuite Glasgow Rangers, Dynamo Kiev, PSV Eindhoven et enfin la finale l'oppose à Glasgow le 12 mai au Bayern de Munich, c'est-à-dire avec les grands noms Beckenbauer, Gerd Müller, Mayer et vous connaissez la suite. Et il rigole, Christian, c'est vrai que tout le monde a participé peu ou prou à cette aventure ce jour-là. Je crois qu'on a battu le record d'audience de la télévision qui a duré pendant des années. 60% des Français regardaient le match. C'était un conflit personnel, Pierre, puisque Roth, donc le nom du buteur, c'est le nom de ma famille en Alsace. Vous voyez, alors, ah ouais, là, vous étiez plus directement concerné encore. Moi, j'étais un peu concerné parce que je commentais ce jour-là avec Jean Rénal, ce qui a été pendant longtemps le ruban bleu donc, de l'audience. Ce sont des temps qui reviendront d'ailleurs, vous verrez. Il y avait 30 000 Français
à Glasgow. C'est la plus grande invasion française depuis la guerre. C'est simple. On se promenait, on rencontrait des gens venus de tous azimuts qu'on connaissait. C'était du vert de partout, du vert et blanc absolument de partout. C'était une très grande fête du football, avec hélas une déception à la fin. Alors je vous propose de revoir cette finale de 1976, donc le 12 mai à Glasgow, commentée en 1978 par un journaliste de l'époque pas très enthousiaste. Pas enthousiaste du tout même. Allons-y. Quelques minutes plus tard, Christian Saramagna va déborder là-bas sur l'aile gauche. Saramagna centre, Santini surgit de la tête, mais la barre est encore là. Maillère est sauvé. Décidément, Saint-Étienne avait du mal ce jour-là à franchir la barre. En deuxième mi-temps, Müller, avec tout son métier. Et le lendemain, il descendait les Champs-Élysées. Peut-être y avait-il un peu d'excès dans la chose, mais en tout cas, c'est parce que toute la France avait adhéré à cette aventure. Alors, ce que nous vous proposons, c'est que mardi prochain, 6 novembre, notez bien, cette émission aura lieu à partir du CNIT à la Défense à Paris, et nous aurons sur le plateau les 17 joueurs qui ont participé à la finale et à toute la saison, bien entendu, puisqu'il n'était pas 17 sur la feuille de match. Ils seront tous là, ils l'ont tous promis, et je crois que ce sera vraiment une grande fête du football avec un peu de nostalgie, mais il faut que la nostalgie soit toujours ce qu'elle était. Et nous allons passer maintenant à celui qui gardait les buts de Saint-Étienne, c'est-à-dire une sorte de personnage mythique maintenant du football, c'est Ivan Kurkovic. Ivan Kurkovic, qui est notre ami, mais qui est surtout président du Partizan de Belgrade. Alors là, il y a eu une sorte de polémique qui s'est installée. Christian Prudhomme, vous êtes allé le tourner là-bas, il était président, vous êtes rentré avec les images, il n'était plus président. Oui, en fait, c'était une fausse histoire. C'était un tuyau percé paru dans la presse française disant que Kurkovic avait tout simplement été viré. Il n'en est rien, il est toujours aujourd'hui bel et bien président du Partizan de Belgrade. Il l'a appris à l'aéroport en allant accompagner ses joueurs qui disputaient la Coupe d'Europe à Saint-Sébastien. Il a pris le journal, il a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. À son avis, c'est une histoire montée de toutes pièces en France plutôt, pas du tout en Yougoslavie. Il y a des élections en Serbie au mois de décembre, on a parlé d'influence politique. Oula. En tout cas, il est toujours président, ça c'est sûr et certain. Alors Kurkovic, c'est bien sûr d'abord Saint-Étienne, tout le ramène à Saint-Étienne. Aujourd'hui encore, juste une anecdote, il habite dans une rue, et vous savez à quel numéro? Au 42. 42 comme le département de la Loire, préfecture Saint-Étienne. J'ai connu beaucoup de professionnels, j'ai fait signer beaucoup de contrats. Je pense qu'Ivan a représenté cette race de footballeurs professionnels qui est assez rare. Et c'est un Yougoslave, je pense que les Yougoslaves ont apporté beaucoup au football français, mais Ivan a incarné l'esprit stéphanois. ans, 17 ans après, il était parti gardien de but, il revient président, Belgrade, stade du Partizan, l'antre d'Ivan Kurkovic. Partizan, l'équipe la plus populaire de Yougoslavie avec l'Étoile Rouge, le voisin et rival. 30 000 spectateurs en moyenne pour chaque rencontre, 60 000 dans les grandes occasions, plus de 300 associations de supporters dans tout le pays. Dans ce stade, Kurkovic s'est fait un nom. Plébiscité en février 89, après que le club eut traversé une très grave crise, il balaye ses dernières réticences et replonge dans ce monde du foot qu'il avait complètement quitté. Ma femme, quand elle, oui, c'est vrai, s'est opposée. Elle n'a pas voulu que je rentre dans le football à nouveau. Mais je lui ai expliqué que ça ne sera pas la même chose. À l'époque, quand j'ai joué, pendant 20 ans, ça a été le cœur après la tête. Maintenant, c'est la tête après le cœur. Tout ne repose pas sur moi. Et je ne veux pas que tout repose sur moi. Je ne suis pas un président qui s'intéresse de partir de crampons de joueurs jusqu'aux finances du club. J'ai une confiance absolue dans mes collaborateurs. Et je pense que Partizan marche très bien.
Ses collaborateurs, Kurkovic les a soigneusement sélectionnés. À son arrivée, il renouvelle tous les postes clés, tous sauf un, celui de secrétaire général qu'il laisse à Žarko Zelevič. Ivan le Terrible impose Nenad Bjeković, l'ex-niçois, au poste de manager sportif. Il choisit Miloš Milutinović comme entraîneur. Point commun de ces hommes, ils font tous partie de la grande famille de Partizan. Ce sont des anciens revenus au bercail. À Partizan, il faut mériter sa place sur le terrain et en dehors. Ainsi, l'avant-centre et buteur Milan Djurdjevic a-t-il été suspendu pendant 15 jours par ses propres dirigeants pour mauvais esprit. La rigueur, un maître mot dans la vie de Kurkovic, aujourd'hui comme hier. Rigueur qui a d'ailleurs fait sa réputation, ne disait-on pas dans les années 70 qu'il subissait l'entraînement le plus dur de tous les gardiens de but. Le président du Partizan soigne toujours sa condition physique. Chaque matin, dans les bois qui jouxtent son habitation, Kurkovic refait les gestes du passé. 45 minutes d'exercice, une mi-temps de foot, c'est pour lui le meilleur moment de la journée. Ivan Kurkovic veut tisser son club au sommet de la hiérarchie européenne. Au stade, il est tout naturellement installé dans la tribune présidentielle, la même où le maréchal Tito fêtait jadis chacun de ses anniversaires. Créé en octobre 1945, le Partizan est à l'origine l'équipe de l'armée. Aujourd'hui, les installations appartiennent en propre au club, des structures que Kurkovic veut rénover. Il veut couvrir le stade, augmenter sa capacité en creusant la pelouse, en la rabaissant de plusieurs mètres pour installer de nouvelles tribunes. À Belgrade, des idées germent. Il faut aménager aussi autour du stade, construire un grand hôtel, une grande chaîne des hôtels qui nous sollicitent déjà. Avec, comme je dis, avec une grande société française, on va faire quelque chose de très très important. C'est-à-dire la complexe autour du stade. Le stade, ça va, je pense, dans 10 prochaines années, changer complètement le look et ça va devenir un stade vraiment très complet, très joli. Bien sûr, il y a beaucoup des idées, mais il faut travailler. À 47 ans, Ivan Kurkovic se veut président bâtisseur. Il n'oublie pas qu'adolescent, il avait participé à la construction du stade de Mostar de ses propres mains, simple ouvrier sur une pelouse chantier où il allait devenir joueur professionnel. Une carrière de plus de 20 ans qui reste figée dans les mémoires. Vous savez, je restais dans l'esprit des gens, je restais toujours un joueur de foot. Et je suis fier que l'image de marque est ça. Je ne suis pas un homme d'affaires. Et je ne serai jamais un homme d'affaires. Même je ne peux pas me plaindre, je réussis bien. Mais l'image d'Ivan Kurkovic, c'est l'image de joueur.